Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise, évidemment, et vos rubriques habituelles. Bien dans son job. Tiens, c'est une question que vous vous posez, vous, manager. Comment recadrer sans stresser? C'est le titre d'un livre écrit par Nicolas Duguay et 3 autres autrices et auteurs. Recadrer sans stress. On en parle avec lui. Nicolas Duguay est directeur associé chez Préféra. Le grand entretien, les enjeux des commerces culturels de proximité. Alors évidemment, c'est votre marchand de presse, mais pas seulement. Ça peut être aussi un libraire, marchand de presse, tous ceux que vous rencontrez et qui vous vendent des livres ou des objets culturels. On va en parler avec Arnaud Hérol. Il est le président du groupe NAP. Il va nous faire découvrir ses engagements. Il est notre invité. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, les entreprises tiennent à l'alternance. Oui, on a l'impression que l'alternance, c'est fini. Pas du tout. On en parlera avec Bruno Berthet, il est le président du MEDEF Île-de-France pour terminer notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job avec cette phrase qu'on entend parfois chez des managers, je ne sais pas comment faire pour recadrer un collaborateur. Eh bien, vous avez la réponse, en tout cas des réponses dans ce livre. Recadrer, mais aussi challenger, on va en parler. Recadrer sans stress, édition Duno, écrit par Nicolas Duguay, Laetitia Rudel, Ingrid Petitjean, Erika King-Soon. Et nous avons Nicolas Duguay sur ce plateau, qui est un habitué de l'émission. Nicolas, recadrer sans stress, et je rajoutais dans ce livre, challenger. Oui. C'est ça, c'est un double objectif. On recadre pour challenger. D'abord, commençons par le recadrage. Oui. Vous l'évoquez avec des petites scénettes, des dialogues que vous avez reconstitués. On fait preuve d'autorité, on fait preuve d'écoute, on fait preuve de bienveillance. Comment on fait pour ne pas vexer l'autre ou ne pas le blesser? Alors, tout est juste dans ce que vous avez dit, Arnaud, puisqu'en fait, il n'y a pas une seule méthode, il y en a une trentaine dans ce livre. La culture française est complexe vis-à-vis du recadrage. En fait, ça date de 1599 et du Ratio Studiorum. C'est des jésuites qui ont écrit finalement les fondamentaux de la notation à l'école. Et quand on fait une dictée, on compte les mauvaises fautes et pas les bonnes réussites. Et en fait, quand on est tout le temps dans le négatif, culturellement, depuis des centaines d'années, on n'aime pas entendre du négatif, puisqu'à l'école, on sait que c'est pas bien. Dans les entreprises, c'est un peu comme ça aussi. On n'ose pas dire les choses, et donc on a du mal à recadrer. Et je dirais même plus, on a du mal à cadrer tout court. C'est ça. Là, le cadrage, c'est l'amont. C'est-à-dire donner le cadre pour ensuite s'autoriser à recadrer. Parce que s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de recadrage. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de hors-la-loi. Et souvent, prenons un exemple très concret, où il y a des gens qui vous disent moi, j'aime pas quand les gens regardent leur téléphone en réunion. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a fixé des règles du jeu sur le sujet? Parce que tu as bien précisé qu'on tournait les téléphones. Absolument. Et en plus, c'est mieux pour les collaborateurs qui ne regardent pas leur téléphone. Quand même, dans la page 14 de ce livre passionnant sorti chez Duno, Michel Serres, vous l'évoquez, explique que l'autorité, c'est l'acte de faire grandir. Alors ça, c'est troublant. Michel Serres est un homme absolument incroyable. On n'a pas l'habitude d'utiliser le mot sous ce sens-là. L'autorité, c'est l'autoritarisme, c'est le dirigisme, et c'est pas faire grandir. Dans la conférence qu'on fait sur le sujet, on a un jeu digital où on demande aux participants qu'a fait votre manager favori de tous les temps pour vous? Et personne ne nous dit il a été gentil. Tout le monde nous dit bon, évidemment, il m'a augmenté, tant qu'à faire. Il m'a challengé, il m'a fait confiance et fait grandir. Et fait grandir. Ça, donc, Michel Serres, comme souvent, a raison sur le sujet. Et faire grandir, challenger, ça passe par du cadrage et du recadrage ou du feedback. À condition, si je peux me permettre, qu'il y ait un véritable échange entre celui qui reçoit et celui qui donne. Il faut que celui qui va recevoir le recadrage soit suffisamment ouvert et estime que l'autre est légitime. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et il y a une phrase magique pour ça. Dès qu'on voit un collaborateur pour la première fois, c'est dire « Arnaud, si je dois te dire quelque chose, comment tu veux que je te le dise ?» Et personne ne dit « il faut que tu m'envoies une lettre recommandée ». Tout le monde va dire « faut me dire les choses ». Et donc, comme ça, c'est prévu dès le départ. On autorise. Oui, quand vous avez un recadrage à faire, même 2 mois après, vous allez dire « Arnaud, souviens-toi, on s'était dit que quand il y avait quelque chose qui était décalé, je pouvais te le dire ». Et ça passe beaucoup plus naturellement. Le niveau de compétence et de capacité, le flow qui a été traité d'ailleurs dans notre émission, le recadrage accompagne le fait d'être challengé. Challenger, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire remotiver, ça veut dire redonner des piliers pour pouvoir guider le collaborateur. C'est ça, challenger? Challenger, c'est finalement sortir les personnes de leur zone, non pas de confort spécialement, mais de leur zone d'ennui.
En fait, si on fait tout le temps la même chose et qu'on n'apprend jamais rien, moi je dis souvent, quelle est votre première fois? La dernière fois, vous avez appris un truc pour la première fois. Si vous n'avez pas un challenge permanent, régulier, pour dire tu dois apprendre une nouvelle façon, une nouvelle chose, une nouvelle méthode, finalement, on régresse. Donc, il faut faire grandir aussi. Challenger, ça revient à l'expression de Michel Serres. Si je te challenge, c'est parce que je veux te faire grandir. C'est exactement ça. Je ne suis pas le manager qui regarde le compteur en permanence ou les reportings. Moi, j'ai un job, c'est celui de te faire grandir. Pour toi d'abord. Pour toi, donc je te fais du bien. Oui. Alors que tu as l'impression, peut-être dans un premier temps, que je te fais beaucoup de mal. Oui, parce qu'en fait, il y a une opposition sur les notions de sens. Souvent, on parle dans les entreprises du sens. On doit donner du sens. On n'arrête pas d'en parler. Bon, mais le vrai sujet, c'est comment se sent le collaborateur. Plus il se sentira bien, plus il trouvera de sens. Vous voyez, et on prend le truc à l'envers. Souvent, Donc on ne démarre pas par le sens. Il faut démarrer d'abord par le bien-être du collaborateur. Oui. Et ensuite, il va trouver du sens. Oui. Donc en fait, vous dites qu'on s'y prend à l'envers, en fait, Nicolas. Mais souvent. Ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à vouloir progresser. Et dans ce cas-là, il y a des techniques de recadrage qui permettent vraiment de remettre dans le cadre, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai vu un petit dialogue dans les pages que j'ai regardé du livre où, à un moment donné, le manager lui dit, écoute, globalement, tu n'as rien à me dire de précis. Tu reviens me voir quand tu as fait un peu le tri. C'est la bonne méthode ou pas, ça? On donne aussi une chance à l'autre en disant, écoute, là, pour l'instant, c'est pas carré. Je comprends pas ce que tu me dis. Donc, tu vas retourner bosser un peu, puis tu vas venir me voir. C'est la bonne méthode ou pas, ça? C'est le recadrage que m'a fait ma première patronne dans ma carrière professionnelle. D'accord? On l'oublie pas, ça. J'étais pas prêt, et elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, repars préparé, tu reviendras demain. Et le lendemain, je suis revenu et j'avais préparé. Et comment vous l'avez vécu, Nicolas? Ça, c'est un petit pic où on se dit, elle a pas tort, quoi. J'avais pas assez bossé. Les deux. Ouais. Les deux. C'était justifié. Il faut l'accepter. Mais oui, c'était archi justifié. Donc on en revient aussi à un débat, mais on n'a plus le temps de le traiter, ce qui a un rapport à l'autorité aussi, et à qui donne l'ordre. Enfin, je veux dire, il y a aussi dans l'entreprise une difficulté sur l'autorité. Si on vous fait grandir, vous acceptez plus de choses. Merci Nicolas Duguet pour tous ces éclairages. C'est toujours extrêmement pertinent ce que vous nous dévoilez. Nicolas Duguet et 3 autrices, Erika, Ingrid, Laetitia, recadrer sans stress et challenger, parce que vous y tenez beaucoup. Soyez plus efficace en challengeant vos collaborateurs. Édition Duno, c'est votre dernier ouvrage parmi tous ceux que vous avez déjà écrits. Merci de nous avoir rendu visite, Nicolas. À très bientôt. On tourne une page, on s'intéresse au commerce de proximité, au commerce culturel. Le commerce de proximité, ça peut être les fruits et légumes. Là, on parle des commerces culturels. C'est votre maison de la presse, par exemple, qui vend les journaux, mais qui vend aussi des livres, ceux que vous achetez, chez votre petit commerçant de détail. Vous voyez à quoi ça fait référence? Au mastodonte, au géant Amazon. On va en parler justement avec le président du groupe NAP, qui supervise tout ce réseau. Il est notre invité. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler justement du commerce culturel de proximité. Ça veut dire quoi le commerce culturel? C'est votre maison de la presse de proximité, là où vous achetez vos journaux, là où vous achetez vos livres. C'est parfois des bureaux de tabac qui font maison de la presse et bureau de tabac. Et on en parle avec Arnaud Hérol. Vous êtes le président du groupe NAP. Ça veut dire quoi, NAP? Alors, on n'est pas des grands créatifs, c'est nos initiales en fait, avec mes 2 associés. Donc là, je suis au milieu, et donc il y a Olivier Pirot et Jean-Charles Navajas. Du coup, voilà. Donc c'est une contraction de nos noms de famille. Non, mais c'est intéressant parce que c'est joli, ça fait très américain. On va en parler des Américains et d'Amazon. En anglais, nap, ça veut dire faire la sieste. Donc voilà, nous qui sommes dans le sud, c'est quelque chose qu'on pratique. Vous êtes à la tête d'un groupe qui est très intéressant parce qu'à la fois c'est une entreprise, 120 collaborateurs, peut-être un peu plus d'ailleurs depuis, mais surtout un réseau gigantesque qui maille tout le territoire. Décrivez-nous votre groupe et le réseau, parce qu'il y a les salariés qui pilotent, tout à fait. Et puis il y a le réseau. Alors le réseau, donc c'est un réseau très capillaire de commerce, donc essentiellement vraiment dans les territoires. On descend même dans des très petites communes. On a 1152 magasins. Donc c'est assimilé à de la franchise. Donc c'est des commerçants indépendants qui sont sous notre bannière, donc Maison de la Presse, et à charge pour eux, avec l'appui de l'enseigne, de faire vivre leur commerce au quotidien. Alors ça peut être des maisons de la presse, parce que évidemment tous ceux qui habitent à la campagne, on les voit, la marque Maison de la Presse, Exactement. Mais ça peut être une maison de la presse adossée à un bar tabac, à l'épicerie, oui ou non? Dans une certaine mesure, bar tabac assez peu, à vrai dire, c'est vraiment l'exception. Vraiment en ruralité, on peut avoir une petite épicerie voilà, avec la Maison de la Presse adjacente, mais majoritairement non. Quand même, dans votre histoire,
Arnaud Hérol, c'est que vous vendiez des jouets à ce réseau de commerçants de proximité culturelle. C'est ça, exactement. Et puis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes dit, je vends mes jouets, ça se passe bien, des petites images, des magnettes de joueurs de foot, tout allait bien pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pour que vous décidiez de franchir le Rubicon et de mettre la main sur ce réseau? Alors, c'est vraiment notre histoire de vie entrepreneuriale. Donc, on a créé avec mes deux associés la société, donc ce qu'est le groupe NAP aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années maintenant. Au départ, c'était une idée de copains. On a inventé un petit jeu de foot, donc c'est des magnettes à collectionner avec les joueurs de Ligue 1. On les a par nécessité distribués auprès des maisons de presse et plus largement de toutes les presses de France. Donc on a découvert ce réseau grâce à ces produits. On a également découvert toute la grande distribution, les jouettistes, les Carrefour, les jouets clubs à l'époque. Donc on a été rompus pendant 10 ans à ce qu'on appelle le retail, Oui. de manière classique. Et on a eu l'opportunité, en collaborant avec toute la distribution de la presse en France, de pouvoir à un moment donné racheter cette enseigne. Et on était C'est quand un même pari risqué quand même, parce que complètement. les géants, et je pense à Amazon, on va en parler, qui vendent et qui livrent partout en France, Ouais. vous font une sacrée concurrence. Oui, alors sur le métier du livre, donc clairement Amazon aujourd'hui, alors les chiffres sont pas publics, mais c'est une grosse partie de l'approvisionnement, on va dire, de tous les consommateurs français en livres. Pour autant, il reste des enseignes culturelles qui résistent. On connaît Fnac, on connaît Cultura, les espaces culturels Leclerc également. Nous, on est la 4e enseigne culturelle, donc on arrive derrière ces grandes sociétés-là, et donc on fait à peu près, pour donner un ordre de grandeur, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires librairie par an, donc c'est pas neutre quand même dans le marché. Vous, vos enjeux, vous rachetez ce groupe, vous le dynamisez. Mhm. L'enseigne, les marques sont belles, elles sont visuelles, elles sont colorées. Je pense que vous y avez mis votre patte. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui fait pour le réseau l'intérêt pour lui d'être attaché au groupe NAP? Alors, en fait, pour comprendre la vie de l'enseigne, il faut remonter à sa jeunesse. Ça a été fait au départ par des éditeurs de presse pour vendre essentiellement la presse. Donc moi, Oui. quand je l'ai repris il y a 10 ans, on était avec ce prisme-là. Donc on l'a vraiment organisé en tant que tel. On a créé une centrale d'achat, on l'a dynamisé d'un point de vue marketing, on a refait tous les concepts de magasins. On refait à peu près, selon les années, on va dire entre 50 et 70 magasins par an. Ouais, ça a de la gueule. c'est vrai. Voilà, et donc on essaie d'impulser fort. Moderniser quoi, l'image. Clairement. Donc on modernise, on amène cette expertise-là aux franchisés et on l'accompagne du jour de la création de son point de vente jusqu'à la revente de son magasin 7 ou 10 ans plus tard. Donc on gère vraiment la vie du commerçant à 360 degrés. Précision qui valorise évidemment à la revente le magasin. Hein, Bien de sûr, fait. c'est l'idée, c'est-à-dire que développer Ouais. l'image du point de vente, son chiffre également, pour le revendre dans des bonnes conditions. Un mot quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on en ait parlé. Vous dites aujourd'hui le groupe NAP, et pas que vous d'ailleurs, hein, vous accusez Amazon de contourner l'esprit de la loi d'Arcos qui vise à rétablir une concurrence plus équilibrée entre les libraires et les grandes plateformes. Amazon dit, mais attendez, il n'y a pas de frais de port. Ça pose un petit problème quand même. Alors en fait, le législateur a voulu, donc en octobre dernier, via la loi d'Arcos, justement corriger ça, puisque jusqu'à présent, vous aviez raison, donc il n'y avait pas de frais de port. Ouais. Aujourd'hui, des frais de port s'imposent à tous les acteurs donc, de la distribution, à les pure players du web ou les enseignes comme les nôtres. La seule exception, en fait, c'est de livrer en magasin, c'est-à-dire quand on fait du click and collect. C'est ça. Étant donné qu'on a un réseau de magasins avec une vraie activité de Je vais libraire, retirer mon livre chez vous. voilà, et là on peut faire donc de la commande à zéro frais de port. C'est le seul cas d'usage où la loi permet de le faire. C'est ça. Et en fait, ce qu'on critique aujourd'hui, c'est qu'Amazon s'est donné le droit de livrer dans ces fameux lockers, les armoires qui sont dans les centres commerciaux, Exact. en prétextant, en disant dans le centre commercial il y a de la librairie, mon locker est dans la librairie, donc je livre dans le locker. Voilà, c'est ce qu'on critique avec toute l'interprofession. Et du coup, donc, on est en prise avec le médiateur de livres, le ministère de la Culture sur ces sujets. Donc, ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas gain de cause. Alors si, le rapport du médiateur, il y a eu 2 rapports, le rapport est clair, donc donc le médiateur pour autant n'a pas de pouvoir coercitif, on va dire, contre Amazon, donc on verra les prochaines étapes. Donc, il imposera à Amazon l'obligation de quoi? Alors de plus livrer dans les lockers, c'est ce qu'on demande. Clairement. Donc, ils ne pourront plus, glisser le livre dans le locker. Alors ils pourront à condition de mettre des frais de port, mais pas sans frais de port. On est d'accord. Donc, Ouais. l'idée, c'est qu'ils doivent aussi s'astreindre à Clairement. payer des frais de port, Ouais. comme le petit commerce de proximité Exactement. le fait. Vous, vos salariés et l'entreprise, parce que vous Mhm. pilotez une entreprise, Ouais, tout à fait. c'est quoi leur mission? Parce que vous avez un réseau, 4e réseau de France, on l'a entendu.
Ils font quoi, vos collaborateurs, dans le groupe? Alors, on a toutes les fonctions, je dirais, type de n'importe quelle entreprise. Bien sûr, les fonctions support, RH, compta. Nous, nos fonctions clés, c'est toute la partie, ce qu'on appelle le catégorie management, c'est-à-dire c'est des achats pour approvisionner notre centrale d'achat et livrer derrière l'ensemble de nos magasins. Donc ça, c'est l'entrepôt central est basé dans le sud, donc à Toulouse. Et de là, on approvisionne les 1150 commerces de l'enseigne. Donc une grosse partie des effectifs est sur la partie industrielle. Et après, on a toute une partie des effectifs qui est au contact des commerçants pour les accompagner dans leur quotidien, dans la gestion du magasin à 360. Donc, nous, on appelle ça des conseillers d'enseigne. Donc, ils sont répartis sur, Placement des livres, design, voilà, donc conseil. exactement. Donc, ça peut aller. On a même des experts en travaux pour redesigner les magasins. On a un bureau d'études pour les dessiner. Donc, tout ça, c'est intégré. Donc, c'est une organisation qui est malgré tout assez courte, mais voilà, on s'attache à amener un maximum d'expertise, en plus des équipes com, marketing, bien sûr, de l'enseigne. Alors, ça accueille plus de 800 000 citoyens Ouais. dans vos enseignes, c'est colossal. Quotidiennement. Ouais. Quotidiennement, c'est Ouais. absolument incroyable, avec plusieurs marques, hein, si j'ai bien Ouais. compris. Qu'est-ce qui fait que vous avez plusieurs marques? Parce que là, Maison de la Presse, c'est très identifié. Point Plus et Mac Presse, c'est des vieilles marques historiques. Vous n'avez pas voulu tout lisser sur Maison de la Presse? En fait, quand j'ai repris l'entreprise en l'état, on avait deux marques, donc Maison de la Presse, Ouais. qui était assez identitaire, et Très Mac connue. Presse. Donc, on n'a pas voulu garder, entre guillemets, la marque Mac Presse, enfin deux marques avec le mot presse à l'intérieur. Et du coup, on a créé Point Plus, qui sont des magasins peut-être moins culturels, un peu plus serviciels, plus mode convenience store anglo-saxon. D'accord. Et donc, l'idée, c'est qu'on propose tous les adhérents qui sont aujourd'hui Mac Presse d'évoluer vers l'une ou l'autre des enseignes. C'est-à-dire, soit je veux être vraiment un espace culturel de proximité et je deviens Maison de la Presse, soit je veux être magasin plus serviciel, colis, parfois tourné même vers l'alimentaire, et là j'évolue vers Point Plus. On précise, hein, et c'est une évidence, mais il faut le dire, ce ne sont pas des salariés. Hein, toutes ces personnes du réseau, ce sont des gens qui ont leur propre Tout entreprise à fait, ce sont des et indépendants. qui payent, j'imagine, Une redevance une d'enseigne redevance d'enseigne pour le groupe. Ils vous challenge ou pas, tous les jours. votre réseau? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce qu'eux, ils sont très exigeants, ils sont au contact du terrain. Alors, en fait, il faut vraiment perpétuellement se remettre en question. C'est-à-dire sur la façon de commercer, on est challengé par des grands groupes, on le disait. Donc, nous, on est malgré tout très anciens dans les territoires. Pour autant, on avait quand même raté des virages digitaux et autres. Donc, aujourd'hui, Vous on l'avez essaie vraiment raté? Oui, clairement. Enfin, moi, quand j'ai repris l'enseigne, les achats n'étaient pas structurés. Donc, on a commencé par l'essentiel. Le site internet maisondelapresse.com, on l'a lancé il y a 3 ans. Donc, je vais sur le site maisondelapresse.com. Ouais. Je peux faire des commandes en Vous direct pouvez au faire vos marketplace. commandes de livres, soit Personne ne le sait, ça. Hein. on s'attache à le faire savoir. Bah mais, alors, qu'est-ce que c'est que ça? du Donc, coup, là aussi, comme je vais sur Google, je vais Ouais, sur mais Amazon ou sur la Fnac, je vais maisondelapresse.com et j'achète mon bouquin. ouais, clairement. Clairement, et vous pouvez vous le retirer en bas de chez vous, dans la maison de la presse de votre bourgade, de votre village. Ça se fait voilà, comme n'importe quel click and collect. Donc, on a lancé ça. Là, on travaille sur des systèmes de fidélité consommateur. Enfin, on monte petit à petit, en fait, tous les gros sujets qui font qu'on sera une enseigne encore meilleure demain. Et donc, on accompagne nos commerçants sur tous ces sujets, donc en tant qu'enseigne, pour leur donner vraiment les outils pour performer. Et puis, on entend évidemment que l'enjeu livre est important, mais on entend aussi que l'enjeu presse est important. Aujourd'hui, les Français lisent de moins en moins. Ils lisent de plus en plus sur Internet. Est-ce que ça, pour vous, c'est un sujet de préoccupation et je dirais sur un moyen court terme? Alors, là où c'est très vrai, c'est sur la presse quotidienne. C'est-à-dire l'information Ouais. chaude. Aujourd'hui, elle est plus chaude dans son téléphone que sur un bout de papier. Par contre, sur la presse de fond, la presse affinitaire, on a vraiment une offre qui se renouvelle. Il y a quand même beaucoup d'actualités. Presse de niche? Et clairement, vous avez un sujet passion, vous voulez vous documenter de manière un peu experte. Celle-là, elle se vend. Ça, c'est de la presse qui se vend très bien et on va aujourd'hui sur des formats vraiment de fond. C'est-à-dire on n'est pas dans l'information chaude traitée à la minute. Là, on descend vraiment à fond dans les sujets. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui qui performe, clairement. Ouais, les livres du tricot en passant par le trail et le cyclisme. C'est ça, ce qu'on appelle la presse affinitaire au sens large, c'est-à-dire ça touche les affinités des consommateurs. Avant de nous quitter, parce que vous êtes un entrepreneur incroyable et c'est important de valoriser le commerce de proximité quand on voit que nos villes doucement se vident de leur petit commerce, qui est un vrai sujet d'emploi. C'est quoi les grands chantiers là devant vous là dans les années qui viennent, vous dites, on a parlé du virage numérique, vous en êtes où là? C'est quoi les chantiers qui vous attendent? Clairement, c'est le digital. C'est-à-dire qu'on monte en puissance de manière assez exponentielle sur le digital. Ça amène de nouveaux consommateurs qui avaient parfois déserté nos points de vente.
Donc là, on a vraiment, on tient quelque chose et la cinématique qu'on crée avec le magasin, puisqu'on vend aussi le stock du magasin, on est capable de faire ça en ligne. Donc là, c'est très vertueux. Et après, clairement, c'est la partie qu'on appelle nous la gestion de la fidélité, c'est-à-dire l'embasement de la clientèle pour pouvoir la solliciter en marketing, comme le font la plupart des enseignes retail. Là-dessus, on n'est pas encore suffisamment mature. Et quand on a 800 000 clients par jour, enfin, on a juste Ah oui. un vivier de clientèle qu'on peut solliciter, qu'on peut animer. Donc les clés sont celles-là. Votre intérêt, c'est qu'effectivement, on peut aller sur maisondelapresse.com, j'achète mon livre, Ouais. je clique la domiciliation C'est ça. et on me donne la maison de la presse la plus près. Vous bougez au localisé, on connaît les stocks du magasin, le stock de l'entrepôt, ça vous donne l'alternative en fonction du produit que vous souhaitez. Et c'est valable sur le livre. Sur les titres de presse, vous pouvez également les réserver en magasin. Voilà, donc tous les produits qu'on... Et je vais chez mon marchand de la presse et le livre est prêt, il a Voilà. été payé, point barre, ce qui permet aussi de créer du flux au sein du magasin. Exactement. Pas de diversification, parce on parle beaucoup de presse, on parle beaucoup de livres, évidemment, mais on se dit que dans un espace de vente comme ça, vous pouvez attaquer le téléphone, vous pouvez attaquer des... Alors, Je dis n'importe quoi. ouais. Alors, les activités téléphoniques existent dans nos commerces. On a l'activité de papeterie, de carterie, Ouais. toute l'activité jouet. Ouais. C'est des commerces par Jouer destination. plastoc, hein, c'est très plastoc votre truc. Hein. Non, il n'y a Si, pas que si, du plastique. si. Non, c'est pas Un vrai. peu. Et, du coup, par essence, on a tous allé acheter un jouet dans cette typologie de magasin. Je Donc confirme. voilà, on essaie de tirer ce filon. Et en fait, le modèle aujourd'hui du magasin se transforme. On part des métiers historiques et on le fait évoluer. On s'adapte à l'offre et à la demande des consommateurs. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez déjà des perspectives de nouveaux secteurs à conquérir ou à pouvoir implanter dans vos magasins. Il y a peut-être des demandes, même tout simplement, de votre réseau. Il y a clairement, il y a des demandes. Après, est-ce que c'est des demandes nationales ou locales? C'est Ouais, ce qu'il c'est faut ça. analyser. Mais aujourd'hui, en fait, intrinsèquement, déjà sur les rayons qu'on adresse, la marche est déjà haute. C'est-à-dire qu'on peut faire grossir l'offre dans les points de vente et exprimer encore mieux en termes de merchandising, de parcours client, ce qu'on fait, ce qu'on a déjà de disponible. Je pensais au vin. Ah, mais oui, bon. L'accent qui chante. Ouais, tout à fait. Le vin, ça se marie assez Alors, bien avec l'idée on d'aller a acheter un journal et de prendre une le bouteille de vin. côté, alors, historiquement, on est identifié pour ce qu'on appelle la confiserie, le sucré. Oui. On va de plus en plus vers le salé. Et en fait, Les donc, petits tout pots, ce qui les est. terrines. Et après, tout ce qui est soft, donc boissons associées, donc boissons, soda et autres, et de plus en plus vers les alcools, on va dire, les alcools non forts, donc bière, vin. On a certaines maisons de la presse qui prennent plaisir à faire leur sélection locale et on a des choses très bien. Et en dépannage, le soir, si vous avez un événement à la maison, ben, Oui. vous arrêtez, voilà, vous pouvez avoir une bouteille de vin à disposition très tard en soirée. Et ouvert le dimanche matin. Exactement. Faut préciser que les maisons de la presse sont ouvertes jusqu'à en général 13h. C'est des amplitudes Assez larges. très, On très- travaille dur quand on tient une maison de la presse. C'est vrai. Parce qu'il faut vider les stocks, il faut remettre les journaux. Exactement. Ouais, C'est un très beau métier, mais assez fatigant. Merci d'être venu nous Merci rendre à vous. visite, cher Arnaud Hérol. Vous êtes basé à Toulouse, mais le groupe, évidemment, NAP Et est national, un ouais. groupe national. Avec combien de salariés? J'ai dit une bêtise, 300, 200? Non, alors nous, au niveau du groupe, on est un peu moins de 150 aujourd'hui. 150 dans le groupe et un réseau de 1150. 1150. Voilà, ceux qui nous regardent, il y a peut-être des acteurs, enfin des fidèles de Smart Job qui sont des personnes des maisons de la presse. Maisondelapresse.com, si vous À ne pas l'achetez. oublier. Ah, voilà, juste parce que c'est important, je ne le connaissais pas, ce site. Allez acheter vos livres sur maisondelapresse.com et puis vous reverrez comme ça votre marchand de journaux avec le sourire. Merci Arnaud Hérol d'être venu nous rendre visite. On tourne une page et on accueille notre invité et ses fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'alternance. Oui, l'alternance existe toujours, même si on a l'impression, depuis quelques mois maintenant, eh bien qu'elle tombe un peu en désuétude. C'est peut-être pas vrai et on va en parler avec Bruno Berthet. Bonjour Bruno, ravi de vous accueillir. Bonjour. Président du MEDEF Île-de-France. Ça, c'est votre fonction élective. Puis vous avez une longue carrière dans l'aéronautique. Peut-être aura-t-on l'occasion d'en parler parce que l'aéronautique recrute beaucoup et beaucoup d'alternants. Il y a quelques semaines maintenant, le 21 mai 2025 au Paris-Montreuil Expo, vous avez organisé la fête des métiers et de l'alternance. D'abord, juste vous qui avez des fonctions électives pour le MEDEF Île-de-France, l'alternance se porte toujours bien parce que 2024, les chiffres étaient très élevés. On a le sentiment là que crise économique, dette, l'alternance va un peu mal. Oui ou non? Alors, l'alternance va toujours bien. L'alternance va peut-être un tout petit peu moins bien que l'année dernière. Il y a peut-être eu une inflexion. Tout ça demande à être confirmé, bien sûr, dans les chiffres.
L'alternance, c'est un superbe succès. Depuis 2018, et une loi qui avait poussé Madame Pénicaud, Oui. plus 174% d'alternants. Donc vraiment un succès absolument considérable qui est mérité. Parce que l'alternance, c'est une démarche qui est vertueuse, qui est favorable à la fois aux étudiants, aux jeunes qui rentrent dans ce cursus et aux entreprises. C'est bien parce que c'est gagnant-gagnant que c'est vertueux et que ça fonctionne. Alors oui, il semble qu'il y ait une petite inflexion et qu'on ait peut-être 15 ou 20% de moins, ce qui serait très significatif si c'est confirmé. Ne, cri- Ouais. ne crions pas trop tôt. Par rapport à l'année dernière. Comment vous l'expliquez? Parce qu'on a ce sentiment, une impression, c'est un petit peu ce sentiment, mais quasi confirmé par vos propos sur le plateau. Comment vous expliquez qu'il y a un essoufflement? C'est que les entreprises hésitent sur le dispositif, parce qu'elles sont moins aidées, parce que l'État, évidemment, donne moins à l'entreprise. Comment vous l'expliquez? Alors, l'explication à ce stade, qui à nouveau demande à être confirmée, mais l'explication à ce stade, c'est probablement un contexte général qui est moins favorable, beaucoup de points d'interrogation, une visibilité sur l'avenir économique qui reste malgré tout avec pas mal de doutes pour beaucoup de secteurs d'activité. Et donc, quand on a des doutes sur ce que l'avenir va être, on hésite à recruter. Quand on hésite à recruter, on commence par hésiter Eh oui. à prendre des alternants, donc il y a un phénomène de recul. Une petite interrogation effectivement sur la vision qu'a le gouvernement, puisque, comme vous le mentionniez, les aides à l'alternance ont été un peu réduites C'est dans vrai. la dernière loi de budget. Donc, c'est probablement la conjugaison de ces différents phénomènes qui conduisent à cette inflexion que j'espère extrêmement transitoire, parce que je fais partie de ceux qui croient fondamentalement à la vertu de l'alternance, parce que c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. On parle du tertiaire, mais on parle de l'industrie. C'est un secteur que vous connaissez bien. Euh, Utile pour un entrepreneur. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de TPE, de PME et donc d'ateliers. Utile d'être dans l'alternance parce qu'on entend souvent des patrons qui vous disent, moi je reçois quelqu'un qui sort de l'école qui n'est pas formé. L'alternance permet quand même de pouvoir faire rentrer progressivement le jeune vers un poste de collaborateur. Tout à fait, ça fait partie des vertus de cette démarche de l'alternance, c'est que d'une part, ça permet de commencer une formation qu'on peut qualifier sur le tas, s'il n'y a pas de connotation péjorative C'est le mot qu'on utilise. à ce terme, c'est le mot qu'on utilise. Et finalement, c'est très favorable parce qu'en école, dans les livres, on n'apprend pas tout et on n'apprend pas le tour de main qui est extrêmement noble qu'on apprend dans l'atelier. Donc c'est favorable. C'est favorable aussi pour le jeune qui découvre dans la plupart des cas réellement ce qu'est le métier de l'industrie. On a toujours ce déficit de communication du côté industriel. On n'arrive pas à ouvrir suffisamment. Ça progresse, ça progresse. Il reste encore des choses à faire. Absolument, on fait beaucoup de choses, mais jamais suffisamment. Mais donc c'est gagnant-gagnant parce que le jeune découvre le métier, l'entreprise recrute quelqu'un qui commencera à être réellement formé, à connaître son métier. Donc oui, c'est vraiment vertueux. Et puis ça permet aussi à une entreprise de fidéliser un collaborateur, parce que je ne sais pas quels sont les chiffres que vous avez, mais beaucoup d'alternants vont rester dans l'entreprise dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle ils ont été formés. Et là aussi, dans le secteur de l'industrie, je parle en particulier. Tout à fait. Alors, dans le secteur de l'industrie en Ile-de-France, c'est effectivement supérieur à 80% le nombre d'alternants qui décrochent un CDI. Alors, décrocher un CDI, ça ne veut pas dire non plus aujourd'hui qu'on y reste 45 ans et qu'on est attaché à l'atelier. Mais ça sécurise. Mais ça sécurise et ça ouvre un parcours professionnel sous de bons auspices. Merci Bruno Berthet de nous avoir rendu visite pour porter encore haut et fort, en attendant les chiffres consolidés des chiffres 2025 qui de toute évidence seront un peu moins bons que ceux de 2024. Probablement, et moins bons que ceux de 2026, parce que je suis persuadé qu'il y a un rebond pour cette démarche vertueuse. Mot de la fin et mot positif. Merci Bruno Berthet, président du MEDEF Île-de-France. Merci de nous avoir rendu visite et d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour ce numéro de Smart Job. Je remercie évidemment Mani à la réalisation, Paul au son, et je remercie l'incontournable Nicolas Juchat. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.